Où est-ce que je vais partir? Bah tiens, je vais parler d'un joueur qui m'intéresse beaucoup, moi. Je vais dire 106. 106, c'est le True Shooting Plus de Shooting plus. Austin Reeves. Donc True Shooting Plus, qu'est-ce que c'est? C'est efficacité relative à la moyenne, juste. Donc ton efficacité par rapport à la moyenne NBA. Donc plus 6%, 106 plus 6%, la moyenne est à 100. Et bon, c'est moins bien que l'an dernier. L'an dernier, on était à 118. Mais en fait, on en avait parlé déjà dans le bilan 2023. Le 118 était un peu une anomalie. Parce qu'en fait, il shootait à 80% au panier, il shootait à plus de 40% à 3 points, il provoquait un nombre de lancers francs qui était incroyable. Donc bref, son année 2023, en gros, hein, je crois que sur des filtrages, il était en termes d'efficacité au niveau de Jokic. Il y avait lui et Jokic Ouais. qui... Oui, je crois il était à 140 points pour 100 possessions. C'était. Ouais, c'est ça, la barre d'1,4, enfin bref. Donc c'était bon, un peu une surchauffe aussi. Mais cette année, c'est vrai que l'efficacité est un peu revenue à la normale, mais je veux dire, plus 6% d'efficacité pour un créateur, c'est très très bien. C'est pour ça que je voulais aussi insister. Bon, tu vois, 3 points, on n'est plus à 40, on est à 37, mais en fait, avoir un joueur qui est à 37, c'est déjà très bien, en fait. Hein. Je pense que le 40 était peut-être une légère surchauffe l'an dernier, mais on a déjà un shooter, donc ça c'est bien. Surtout que là, je parle du 3 points, mais je parle même pas de tout ce qui est le jeu, l'entrejeu, hein, mi-distance, où il est aussi très bon. Le taux de lancer franc, qui était extraordinaire l'an dernier, il a un peu baissé. Mais ça, je pense, je sais pas si c'est une question d'agressivité, de changement de rôle un peu ou quoi, mais bon, il est passé il avait un score qui était 100% plus grand que la moyenne NBA. Là, il est seulement de retour à la moyenne NBA. Mais voilà, c'est quand même bien, quoi. C'est pas genre, il a chuté depuis bon à catastrophique. Non, il est quand même plus au-dessus de la moyenne NBA en termes de provocation de lancer franc. Et en fait, l'autre chiffre que j'avais, c'était 22%, en fait. C'était son usage. Est-ce que l'usage, est-ce que son volume de responsabilité, il n'est pas un peu trop faible, en fait? Est-ce qu'on, ce joueur-là, qui est un très bon passeur, un très bon créateur et un scoreur efficace, est-ce que ça vaudrait pas le coup de remonter un peu le curseur et l'utiliser encore plus, en fait? Bah, alors du coup déjà par rapport à l'efficacité, moi ce que je trouve assez énorme, c'est qu'effectivement il a réussi dans une saison où on a augmenté, on va dire, ses responsabilités à garder une efficacité très Ouais, élevée. Assez naturellement, elle a chuté parce que comme tu dis, c'est même pas une question de vu qu'ils ont augmenté son volume, bah mécaniquement ça a baissé. C'est que il était quand même sur quelque chose qui était difficilement réitérable sur 2 saisons d'affilée. Donc assez logiquement, il est revenu à des chiffres un petit peu plus normaux avec un chiffre à 3 points qui redescend, un peu moins de lancers francs, etc. Mais effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ce qu'on attendait aussi quand même, je pense, cette saison, c'est de se dire, ok, ils vont lâcher les chevaux sur Austin Reeves parce que l'idée, c'est un petit peu de préserver leur duo du star. Et là, ils ont un gars qui représente entre guillemets une possibilité de décharger un petit peu ses coéquipiers. Et c'est vrai que finalement, le 22% d'usage, quand tu as un joueur qui reste à 106-108% de true shooting plus sur une saison, bah tu te dis que ça veut dire qu'il y avait probablement de la marge pour aller chercher plus. Et a fortiori, dans une équipe qui finalement, bah, offensivement, c'est un petit peu chargé toute la saison. C'est un peu étonnant qu'on n'ait pas vu à un moment donné une sorte de takeover où on se dit, bon, bah, responsabilisons-le à fond et on voit ce que ça donne d'un point de vue collectif, quoi. moi, c'est clairement ma déception de Darwin Ham. C'est ça, c'est de la saison. Alors, il y en a plusieurs, hein, comme on a dit, il y a plusieurs très bons points et très mauvais points pour Darwin Ham. Mais moi qui étais très très fan de lui l'an dernier et de son potentiel, etc., j'étais un peu déçu que ce soit lui qui fasse un peu les frais, entre guillemets, du début de saison. Tu sais, il a même pas commencé à titulaire. Et voilà, pour moi, la gestion du cas Austin Reeves, ça a été aussi un peu la bonne illustration de ce côté Darwin Ham qui joue un peu avec la rotation, qui essaie un peu différents trucs. Et moi, là où je m'attendais à le voir prendre en volume beaucoup plus cette année et continuer un peu l'explosion qu'il avait commencé à faire en cours d'année 2023, bah, je m'attendais à plus et donc j'étais un peu déçu, pour le coup. Ouais, après, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui s'est joué un petit peu de manière, tu sais, en fait, gestion d'une équipe qui fait que les Lakers se sont retrouvés dans une situation où en fait c'était soit ils gardaient D'Angelo Russell, soit ils le laissaient partir mais ils n'arrivaient pas à le remplacer. Ouais. Et du coup, tu te retrouves avec D'Angelo Russell qui, mine de rien, reste quand même un joueur qui a une sorte de second ball handler et qui a quand même un usage autour des 25%. Et donc à un moment donné, bah, c'est difficile de répartir ces ballons-là et naturellement, celui qui en fait les frais, c'est un petit peu le joueur le plus jeune et celui qui a entre guillemets le moins de visibilité. J'ai un peu l'impression qu'il y a de ça qui s'est joué, d'autant que D'Angelo Russell faisait une plutôt bonne saison aux Lakers et que du coup il n'y avait pas forcément de raison de lui enlever la balle de manière systématique, quoi. Oui, oui, effectivement. Et je pense que Reeves est un peu. À travers son cas, on arrive aussi à lire un autre problème qui a été un peu la gestion même du quatuor, en fait, de Russell, Reeves, Davis et LeBron, dans le sens où, bon, l'attaque, on a dit plein de choses dessus. Je pense que d'un point de vue vraiment tactique, c'était une attaque qui pouvait un peu tout faire, un peu toucher à tout, qui était géniale un peu nulle part.
Tactiquement, tu vois, il n'y a pas une identité forte, je trouve. Il y a plein de très bons sets. Il y a plein de fois où Darvin Ham, je trouve, hein, c'est très bien ajusté d'un match à l'autre, d'une mi-temps à l'autre. Tu vois, j'ai un exemple comme ça. Il commence un match contre les Knicks, première mi-temps, ça marche pas du tout parce qu'il fait beaucoup de empty action, donc des pick and roll sur le côté. Pourquoi ça marche pas? Parce que, alors que c'est un système favori des Lakers, c'est qu'en fait, les Knicks envoient toujours un mec depuis le côté faible et de manière très agressive. Donc, le terrain est bouché. Qu'est-ce qu'on fait? Deuxième mi-temps, on ressort, on fait que des pick and roll plein centre plutôt que sur le côté. Et donc là-dessus, ça change la géométrie du terrain. Bref, mais je dis ça pourquoi? Parce que c'est aussi une attaque qui avait aucun gros point fort tactiquement, pas une vraie identité, à part le fait d'avoir des stars, mais tu vois, c'est pas genre la motion offense des Warriors très ciblés, c'était même pas les Mavs qui ont leur système pour Luka Doncic ou autre, ou voilà, c'était un peu touche à tout. Et je pense que là où Darvin Ham et les Lakers sont un peu tâtonnés toute l'année, c'est comment est-ce qu'on combine les quatre, en fait. Et on a un peu tout essayé au final. Et vraiment, enfin, on a littéralement tout essayé en termes de duo et en termes de comment est-ce qu'on combine. Est-ce qu'on met Russell, qui est le bon shooter, à 3 points, plus au volume? Est-ce qu'on le met à côté de LeBron James? Comme ça, il a un shooter quand on l'envoie au poste bas. Ça aussi, il y a des matchs où on le faisait au poste bas, il y a des matchs où on le faisait pas au poste bas, notamment contre OKC, on le faisait beaucoup parce que le fit était bien, par exemple. Hein. Mais est-ce qu'on fait ce duo-là et de l'autre côté, Austin Reeves qui va être le créateur avec Anthony Davis, donc ça nous fait un pick and roll? Est-ce qu'on fait l'inverse? Il y a aussi beaucoup de matchs contre Denver, contre Boston, contre voilà, plein de matchs où on préfère plutôt le duo LeBron James et Austin Reeves parce que leur pick and roll entre les deux, il y a une très bonne synergie. Mais du coup, ça laisse le pick and roll d'Angelo Russell et Davis qui est peut-être un peu moins parfait face à certaines défenses, etc. etc. Est-ce qu'on fait aussi beaucoup de passages avec les deux meneurs et du coup LeBron, Anthony Davis? Enfin bref, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais là aussi, là-dessus, on a beaucoup tâtonné sur ce quatuor. Comment est-ce qu'on les empile les uns par rapport aux autres? Est-ce qu'on... Voilà, c'est un peu... En fait, il y a le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est OK, on pouvait un peu tout faire pour combiner, mais le verre à moitié vide, c'est aussi... On tâtonnait un peu. Il n'y avait jamais de schéma parfait, ouais. Voilà, on n'avait aucun qui était génial, quoi. Ouais, et ça là-dessus, je me demande, déjà, il y a effectivement la question du personnel, c'est-à-dire que tu as quand même 3 joueurs qui sont, même 4 joueurs en vrai, qui ont un usage assez élevé, et donc du coup, tu essaies de les combiner pour avoir toujours, on va dire, 2 au moins joueurs qui combinent ensemble et essayer de trouver un équilibre. Et là-dessus, je pense que ça explique notamment le fait qu'Austin Reeves, à un moment donné, il se soit dit peut-être que l'idéal, c'est qu'il démarre sur le banc et que du coup, il rentre, et ça me permet de pas avoir ce moment dans le match où j'ai les 4 ensemble dès le début, et où j'ai un trou éventuellement à un moment donné dans ma rotation. Donc, en fait, le truc, j'ai l'impression que on a reproché à Darvin Ham d'avoir un profil de coach qui est plutôt effectivement un coach d'ordre tactique que un coach qui va arriver à créer un schéma d'ensemble, un système autour d'un seul joueur et de tout combiner ensemble. Il y a de très bons coachs comme ça et j'ai l'impression que Darvin Ham en vrai c'est plutôt un bon coach dans ce registre-là. Et c'est vrai que là-dessus je comprends pas trop la cote de désamour qu'il a eu. Et oui, effectivement, Austin Reeves, il a pas forcément eu, on va dire, la prise de pouvoir qu'on aurait aimé, mais à quel point l'effectif qu'on lui a donné à la base, il permettait aussi de le mettre en avant sans complètement écarter un joueur, ou en tout cas de vraiment réduire l'impact d'un des 4 joueurs ou des 3 joueurs autour de lui, quoi. Bon, et sur Austin Reeves aussi, la côté perte d'efficacité, déjà, shooter à 80% au panier, bah, tu pouvais pas continuer, déjà. Mais non, l'autre aspect, c'est que bah, il a aussi pris en volume. En volume, tu as parlé du volume, mais même la nature de ses tirs, c'est pas que la quantité qui a augmenté, c'est la nature des tirs aussi qui a changé un peu. Bah, notamment, il a été un peu plus créateur cette saison. Tu vois, le pourcentage de paniers assistés au global est passé de 56% à peine 50%. Donc, il a moins de paniers assistés en 2024 qu'en 2023. Donc, plus de paniers auto-générés, création personnelle, et surtout à 3 points en fait. 3 points, c'est passé de 86% de ses paniers étaient assistés à peine 68%. Donc, c'est pas bon, on passe pas de 80 à 20%, on est d'accord, mais voilà, il y a tout de même des tirs un peu plus compliqués dans l'ensemble. Et puis, il y a aussi peut-être un côté surchauffe, ou en tout cas réussite, qui était un peu moins là, au-delà du profil des tirs. Mais il faut rappeler que Austin Reeves, pourquoi est-ce que le mec est non drafté? Parce que le shoot était pas sûr. Moi, je l'avais dans ma All-Hipster Team, tu sais, les joueurs sur lesquels j'aime bien parier, qui n'ont pas trop joué, etc. Mais on voit des petits trucs. Mais Reeves, il fait partie de ces joueurs qui, intelligent, un peu de taille pour son poste, donc c'est bien. Mais l'historique de shoot, c'était clairement, quand j'avais fait son profil, le point d'interrogation majeur, quoi. Donc, en un sens, je pense que c'est un peu plus logique de le revoir aujourd'hui à quoi, 36-37% cette année. Ça colle un peu plus, c'est un peu plus logique par rapport à une dynamique de progression. Et ok, il a progressé depuis un shooter pas top ou un peu, on n'est pas sûr, t'es au niveau de la moyenne, voire même un peu plus.
ça colle plus ça que le 40% de l'an dernier qui était bon. C'est peut-être peut-être pas représentatif en fait. Mais alors quel potentiel tu lui vois toi à terme parce que moi je sais que je l'aime beaucoup, mais j'aimerais bien un peu peut-être de contradiction, en tout cas à ton avis. En fait, moi, j'avais l'impression à l'origine que c'était un joueur qui était extrêmement optimisé autant dans effectivement le régime de shoot que dans le rôle. Et c'est vrai que instinctivement, je faisais pas partie de ceux qui l'imaginaient avoir un usage de 27-28%, voire 30%. D'accord. Et on va dire réussir à garder une forme de continuité avec ce qu'il était. J'avais l'impression qu'il y aurait une dégradation force, on va dire, de son impact qui viendrait. Là, j'étais en train de regarder un élément qui moi, je trouve clé pour débloquer ce type de potentiel-là, c'est le pull-up shooting. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il en prend assez peu, du coup. Il en prend que 2 par match à 3 points. Mais que même là-dessus, en vrai, il est largement supérieur à la moyenne, puisqu'il a plus de 37% sur les pull-ups à 3 points. Donc j'ai tendance à me dire quand même qu'il a beaucoup d'éléments qui font que normalement, il devrait avoir une forme de succès parce que il sait provoquer des fautes, parce que il sait mettre du coup ses lancers francs, parce qu'il a un shoot qui visiblement tend à se confirmer, comme tu dis, dans la moyenne, voire, je pense plutôt au-dessus, Oui. et même sur des shoots auto-créés de type pull-up qui pour moi en général permettent de débloquer le potentiel des joueurs, parce qu'un joueur en fait quand il est capable de passer, de prendre l'écran et de shooter directement dans la foulée, et que les défenses en fait elles sont obligées de traverser l'écran pour défendre sur lui, bah du coup ça ouvre tout le playmaking que tu peux avoir pour toi ou pour les autres. J'ai tendance à penser que tactiquement ça veut dire qu'il devrait être poussé plus et que ça devrait fonctionner. Après il y avait quelque chose un peu d'épidermique où je me disais mais quand même si tu le montes trop haut ça va forcément revenir à une forme de normal et ça va être un joueur bon mais sans plus quoi. Donc je sais pas honnêtement, je suis je suis un peu dans le flou. Je dois dire que je suis assez fan de l'aspect très crafty, comme on dit. Il n'y a pas trop de bonne enfin ouais, un peu créatif, mais c'est pas exactement ça la traduction. Enfin la notion en tout cas qu'exprimer, c'est en fait, il sait jouer au basket, C'est ça. guillemets. Il sait faire les petites feintes, il sait peut-être faire les petites nuances. Et tu vois, c'est pour ça que aussi que l'an dernier, et même la première année, en fait, il avait des scores d'élite en termes de provocation de faute. Alors, il y a une question d'agressivité au panier, de littéralement, bon, il y a le protecteur de panier sous le cercle, tant pis, j'attaque le contact. Il y a ça. Mais il y a aussi, tu sais, tout un jeu de timing, tout un jeu de je fais le pick and roll, je ralentis un peu, je mets le défenseur dans mon dos, je fais une feinte de tir et puis donc le défenseur s'engage et hop, ensuite je saute avec une seconde de décalage, je prends la faute. Et je pense que ça doit être un des mecs qui provoque le plus de fautes assez loin du panier, en fait, paradoxalement, au niveau de la mi-distance. Donc j'aime bien cet aspect-là, j'aime bien aussi le passing, j'aime bien le shoot, comme dit, parce que il sortait, alors il a fait pas mal de net fac, hein, je crois qu'il avait fait 2 facs en plus différentes, il a transféré, donc bref, drafté plus tard, parce qu'à l'époque il y avait une année de redshirt à faire où tu pouvais pas jouer, donc il a déjà 26 ans, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments que j'aime beaucoup en termes de toucher de balle, en termes de shoot, en termes de drive, même si c'est pas des drives agressifs ou dunk ou au niveau du panier ou comme LeBron, comme d'autres, hein, évidemment, mais il y a un côté, je peux aller sur mes spots, pas loin du panier, et j'ai ce petit jump shot à quelques mètres du panier. Comme dit aussi, j'aime vraiment beaucoup le pick and roll avec LeBron, et surtout le fait qu'il peut se jouer dans les deux sens, dans le sens Reeves porteur de balle ou Reeves poseur d'écran, et donc vice versa pour LeBron, et qu'il a encore, je pense, enfin, pas toujours utilisé à fond, parce que il y a des fois il fallait le combiner avec Davis, il y a des fois il fallait le combiner avec Russell, mais je sais pas, je t'avoue que potentiel, je sais pas trop. À mon sens, c'est un joueur qui va être de plus en plus intéressant à haut volume en fait, parce qu'on n'en a même pas encore parlé, mais il y a ce compromis défensif, donc s'il est sur le terrain mais que tu lui donnes pas la balle, bah c'est moins intéressant forcément, alors que si c'est un gros créateur de ton équipe, bon bah les positions défensives tu vas un peu plus les accepter parce que ça vaut le coup de l'autre côté en fait. Ouais, et alors déjà, du coup, sur l'aspect offensif, est-ce que ce côté justement crafty, il n'y a pas une forme, on va dire, d'opportunisme dans le jeu qui fait que quand tu n'as pas un rôle majeur, du coup, tu vas forcément briller, mais est-ce que tu n'as pas peur que, par exemple, si on commence à pousser la machine, justement, cette force-là, il en bénéficie moins, Ouais, peut-être, et ouais. qu'à côté, le fait de ne pas avoir, tu vois, ces qualités physiques qui font que tu vas créer une séparation dès ton premier pas, etc., c'est pas ces points-là qui vont finir un peu par gréver ton efficacité, qui font quand même ce qui te rend le plus intéressant à la base, quoi. Oui, non, ça c'est tout à fait, c'est une possibilité. Alors, rappelons aussi tout de même que c'est un des meilleurs contrats de NBA, je pense. J'ai pas compris le contrat de l'an passé, pour le coup, parce que là, pour dire, donc il lui reste encore une année à 12 millions, ensuite 13, ensuite 14 et 14, je crois, une team option à quasiment 15 millions.
déjà dans le nouveau CBA, ça va être pas grand-chose, mais même déjà dans l'ancien, c'était pas cher. Moi, je m'attendais à ce qu'il aille flirter avec les 15 ou 20 millions l'été dernier. Ouais, moi aussi, dans les 20 millions. Ouais. Bon, il a fait le choix du cœur, on va dire. Peut-être que le choix du cœur s'accompagnait d'une maison ou une villa secondaire en off sous la table. Non, genre, non, il n'y a pas d'affaire comme ça. Ni aux Knicks, ni aux Lakers, on est d'accord, hein, Jérémy. Non, mais c'est vrai que dans le timing en plus, il y avait toutes les discussions autour de la renégociation des droits télé, etc. C'était assez étonnant qu'un joueur qui avait une telle poussée derrière lui prenne un contrat qui est plutôt dans les contrats faibles qu'on a vu l'été dernier, quoi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.